s'est organisé pour partager le temps de parole, puisqu'on a une demi-heure ensemble sur comment les éditeurs, avec leurs solutions informatiques, peuvent impacter positivement la réduction des émissions de CO2. Sujet pas facile à traiter, autant on peut le traiter facilement sur le transport, sur la logistique, parce que là c'est physique, mais alors les solutions dans la supply chain, comment elles vont pouvoir impacter positivement cette réduction d'émissions de CO2. Donc si je redonne un peu la big picture des émissions de CO2, en France on émet 309 millions de tonnes d'émissions de CO2 dans le monde. Et après tout ça, non ça c'est en France, 309 millions de tonnes d'émissions de CO2, et il y en a à peu près la moitié qui sont du transport et de l'industrie. Tout ça, ça représente que 0,9% des émissions du monde entier. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais ces chiffres en perspective, ils nous permettent de nous dire, nous, en supply chain, on pollue quand même. Quoi qu'il arrive, quand on a des activités, on pollue. Donc, pour les chargeurs, les donneurs d'ordre, ce qui pose problème, c'est qu'on a une réglementation qui est de plus en plus pressante, stricte. Les lois se multiplient, donc la loi AGEC, on a la CRDS, et les initiatives qu'on a en RSE, ça nous pousse aussi à avoir une pression supplémentaire sur les émissions de CO2. Et on s'est dit, quand on a préparé cet atelier, comment on va faire pour vous présenter ce sujet-là. Donc on y a réfléchi, on a bien réfléchi, et on a trouvé plein de sources. Parce que nativement, les éditeurs qui sont devant vous, ils y travaillent. Finalement, on peut voir qu'en R&D, ils ont des réflexions pour aider les chargeurs, les industriels, les logisticiens, tous ceux qui peuvent potentiellement polluer au travers de leur activité avec leurs solutions. Donc, autour de la table, on a aujourd'hui 4 éditeurs. Tiens, si tu peux juste me bouger après. On a 4 éditeurs. On a d'abord Arnaud Morvan qui représente DFYK. Donc lui, il est sur une brique applicative qui est le contrôle décisionnel, donc les control towers. Donc il intervient sur une de ces parties de la supply chain. Ensuite, on a Célia Trouba de chez Nomadia qui intervient sur l'optimisation des tournées de transport, donc le dernier kilomètre. Ensuite, on a Medicarab qui représente Colibri et donc qui est un éditeur de solutions SNOP, donc la digitalisation du processus PIC-PDP en français. Et on finit par Pierre-Dominique Holl qui lui est un éditeur de solutions de transport au sens large et qui nous vient de la Suisse. Donc merci d'être parmi nous pour cet atelier. Si tu pouvais afficher justement le panorama des solutions de la supply chain. Donc là, vous êtes un peu loin, hein. Le premier rang pour ça, c'est pas mal. C'est un petit schéma dont plusieurs personnes ont connaissance, surtout les industriels. C'est toutes les briques applicatives qu'on a dans la supply chain. Donc il y a des noms un peu barbares. Vous allez voir APS, MES, WMS, DMS, YMS. On aime bien les trucs en MS chez nous ou en PS. Et nos éditeurs, vous les voyez sur la deuxième slide qu'on va afficher, c'est la même, sauf qu'on a mis là où ils intervenaient. Donc ils interviennent un peu partout sur le panorama des briques applicatives de la supply chain. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'ils ne sont pas concurrents, ils travaillent en fait de concert, et il y a des synergies qui peuvent se faire entre eux. Et donc on a une vue globale sur comment on pourrait réduire ces émissions de CO2. Et c'est les questions qu'on va leur poser et que vous pourrez leur poser à la fin. Donc on va faire un premier petit tour de table. Alors on s'est dit qu'on n'allait pas vous présenter les entreprises pour ne pas perdre de temps. Donc il y a des petites feuilles qu'on a imprimées avec un QR code. Donc si vous voulez avoir la présentation des entreprises, vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe sur les entreprises et vous vous informerez. Et on est au stand 242, on a 4 emplacements, vous pouvez venir nous voir. On vous accueillera avec plaisir. Donc on va faire un premier tour de table. Et l'idée c'est de savoir comment, concrètement, avec des cas d'usage, comment on peut impacter les émissions de CO2. Donc je vais poser la question à chacun des participants à l'atelier. Votre solution, elle agit sur quoi? On commence par les dames, parce qu'on est plutôt galants chez nous. Bonjour à tous, donc Célia Trouba pour Nomadia. Donc voilà, si on le prononce pour mettre en valeur la solution. Donc effectivement, on fait des moteurs d'optimisation de tournée, notamment. Donc, la mise en place de ces moteurs, un des premiers impacts opérationnels et donc directement sur les émissions de CO2, c'est la réduction du nombre de kilomètres parcourus. Vous allez avoir, en fait, on va travailler à partir du problème de voyageurs de commerce. On va avoir
peut-être un batch de 1000 livraisons à faire, des ressources propres, des ressources sous-traitantes, différentes typologies de véhicules. Hein. Et donc, on va chercher le meilleur résultat informatique, enfin un résultat algorithmique et mathématique pour trouver les meilleures tournées qui soient les plus efficientes opérationnellement, mais aussi en termes d'émissions de CO2. Donc, réduire les émissions de 15 à 30%, ça a un impact sur le coût carburant, mais aussi sur le coût environnemental directement par les véhicules thermiques qui produisent ces émissions de CO2. Donc ça, c'est vraiment des coûts les plus forts. Donc ça, on va avoir des cas de grandes entreprises, donc des transporteurs typiquement, qui vont mettre en place ces outils directement pour chercher des gains carburant et de CO2. Et puis, il y a aussi tout un tas d'acteurs qui vont travailler sur des nouvelles formes de livraison avec la cyclo-logistique. Donc nous, on est capable de faire des calculs de graphes et d'itinéraires vélo et de les mixer avec des graphes de véhicules de livraison intermédiaire, voire poids lourd, et de faire du multimodal. Donc de chercher des solutions, on va trouver des points de déchargement comme le cas des JO. Hein. On va amener la marchandise aux portes de Paris et les décharger pour les mettre dans des vélos cargo, voilà, et tout ce genre de solutions décarbonées. Donc ça, ouais. T'as coupé le sifflet. Donc merci. Donc ça c'était facile, c'est sur les transports. On sait qu'on peut réduire les émissions de CO2. Si on passe la main à Mehdi, c'est un peu plus compliqué. On est sur les APS, la planification des opérations stratégiques, tactiques, voire opérationnelles. Mehdi. Oui, effectivement, nous sur Colibri, on apparaît surtout sur les briques plus amont, hein, tout ce qui va être planification. Donc la brique la plus en amont, c'est la partie prévision. Donc j'ai essayé d'illustrer ça avec 2 exemples métiers. Donc sur la partie prévision, ça peut paraître trivial, mais mieux prévoir, ça permet aussi de moins jeter. Si je me mets sur le prisme qui est évident, qui est celui de l'agroalimentaire, on va fabriquer des denrées qui sont périssables, denrées périssables qu'on va forcément va être impropres à la consommation. Donc on va approvisionner, fabriquer, produire, sourcer et détruire. Donc un des aspects fondamentaux de la prévision, c'est mieux prévoir pour essayer d'avoir la bonne quantité au bon moment. Et donc la prévision des ventes va permettre de répondre à ces problématiques. Donc là aussi, on va parler aussi un peu de machine learning et d'IA si on devait être dans le thème de ce qu'on a abordé ce matin, avec dans certains domaines des facteurs exogènes, la météosensibilité ou autres qui vont pouvoir aider à mieux prévoir. Donc il y a ce premier aspect, la prévision de vente va pouvoir réduire le gaspillage, mieux prévoir, mieux approvisionner. Et la deuxième brique qui est plutôt la partie optimisation des approvisionnements. Donc là, pour illustrer un petit peu ça, je vais me mettre dans le cas d'un de nos clients qui s'appelle EasyPeasy, qui fabrique et qui approvisionne des lunettes de soleil en Asie. Donc leur métier, c'est de prévoir et d'approvisionner des produits grand import. Et bien là, le deuxième effet vertueux, on va dire, des APS, ça va être de pouvoir optimiser l'approvisionnement. Avant, ce client, il faisait en express tous les mois, il surréagissait, il était en rupture, donc il faisait appel à de l'express, du transport express par avion. Donc il était obligé tous les mois d'avoir une grande quantité de marchandises qui transitaient par avion. L'idée de l'APS, qu'est-ce que ça lui a permis de faire? C'est de mieux anticiper, de mieux prévoir et de passer sur des circuits, entre guillemets, empreinte carbone plus intéressantes, tels que le conteneur. Et donc, lui, il a pu diminuer, par exemple, de 80% ses approvisionnements en express. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est que même en étant très en amont, je suis la personne la plus loin des gaz à effet de serre, entre guillemets, d'un point de vue opérationnel, mais dès en amont, on peut avoir des gains significatifs, en tout cas, sur vos circuits logistiques. Merci Mehdi. Pierre-Dominique, toi de ton côté, sur les solutions de transport, comment tu peux impacter sur la réduction des émissions de CO2? Alors, nous, c'est un peu comme toi, on est un peu à la fin du processus, mais pour la préparation des commandes, là, on peut supprimer le papier, ce qui est déjà un plus. Sur les BL, on peut supprimer également le papier, donc on va plus intervenir sur l'élimination des papiers, tout simplement. On garde l'étiquette, parce que malheureusement, sans étiquette, il n'y a pas d'envoi. Donc là, on est obligé pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Mais là où si on peut intervenir, c'est peut-être sur les infrastructures, puisque l'infrastructure informatique, nous, on y met beaucoup de moyens pour avoir le minimum d'impact sur l'environnement. Ça, c'est une chose. Et puis, dernièrement, ce qu'on peut proposer aussi, c'est de passer par des transports décarbonés, donc de l'électrique comme du vélo cargo. Voilà. Donc, c'est plus une volonté interne du client qui pourra choisir le transporteur qui finalement
va lui faire gagner en CO2. Merci. Et Arnaud, lui, qui est sur le processus décisionnel Control Tower, si je ne me trompe pas, tu me dis si je me trompe, tu me corrigeras. Et toi? En fait, ce que je disais, en fait, c'est donc nous on va automatiser en fait vos décisions que vous prenez tous les jours. Donc décisions opérationnelles, que ce soit décisions d'approvisionnement, de gestion de stock ou distribution. Et en fait, la principale chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mesurer les impacts CO2. Donc prendre une décision, on va regarder d'un point de vue financier quels sont les impacts en termes de coûts ou en termes d'inventaire, et on va surtout les mesurer comment ça peut impacter les émissions de CO2 pour toutes les fonctions qui sont mises en jeu pour la décision que vous prenez. Donc si par exemple vous allez faire un approvisionnement, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un fournisseur de remplacement ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille récupérer chez le même fournisseur un autre produit? Les émissions de CO2 vont être différentes. Donc on va aller dans les deux cas voir quel est l'impact financier, l'impact en termes de délai et l'impact en termes de CO2. Donc vous allez prendre finalement des décisions plus éco-responsables parce que vous êtes capable de le mesurer dès le départ. Donc on voit bien que toutes les solutions, si on creuse un petit peu, et on va creuser un peu plus, elles peuvent permettre de réduire les émissions de CO2. On n'est pas que sur le physique, on voit que le digital, il peut agir sur le physique finalement. Alors on s'est préparé une liste de questions, notamment pour que ça soit plus clair pour vous, sur l'aspect mesure. Est-ce que là, actuellement, vos solutions permettent de mesurer l'impact? Alors, tu nous l'as dit, toi, déjà, Arnaud, mais sur les autres solutions, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact direct de votre solution sur les émissions de CO2 de vos clients? Juste pour enrichir, en fait, comment ça se passe pour calculer un impact. En fait, ce qui va impacter, c'est le mode de transport, le poids que vous allez transporter, et puis forcément la route logistique. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer les informations de poids de vos produits. Et après, on va récupérer les routes logistiques avec l'impact au CO2 sur le mode de transport. Donc, si on fait par exemple beaucoup international, c'est le bateau ou l'avion, et quel est l'impact de CO2 à chaque fois. Et donc, pour chaque décision, comme on connaît le poids des articles, les quantités, on va simplement calculer en fait l'impact au CO2 associé au mode de transport et associé à la décision prise. Donc, ça le calcule. Impeccable. Le client, il peut savoir, là, sonnant et trébuchant comme les euros, je peux réduire grâce à ma décision. Exactement. En général, c'est en complément, c'est un compromis entre le coût et le coût de votre décision et l'impact CO2 de votre décision. Donc, on va calculer tous les impacts potentiels. Après, c'est un compromis et selon l'objectif de l'entreprise, savoir est-ce que vous êtes plus orienté réduction de CO2, comment on peut faire, ou réduire vos coûts. Donc, après, c'est une décision entreprise et opérationnelle. Célia, toi, dans le DMS, Delivery Management System, la gestion des tournées, est-ce qu'on peut le faire ou on peut le calculer ou on ne peut pas le calculer? Bien sûr, effectivement, on peut le calculer. On est entreprise à mission, donc vraiment, c'est dans notre ADN. Donc vraiment, on prend les règles de calcul de l'ADEME, en fait, avec la typologie de véhicule, la typologie de route, en fait, de tronçon que vous allez emprunter. Ça va avoir un impact sur la vitesse. Et donc, en fait, on va moyenniser cette vitesse, et prendre le type de véhicule et son poids. Et c'est avec cette règle-là de calcul qu'on va calculer précisément en planification ce qui a été émis. Voilà. Et à tel point que du coup, nous, on s'est fait certifier par des outils de bilan carbone. Donc, on va travailler avec des plateformes type SAMI, qui est une grosse plateforme de bilan carbone, et on va agir sur le scope 1 et scope 3. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir prendre en compte les allers-retours des chauffeurs, par exemple, entre leur lieu de vie et les entrepôts. Donc ce trajet pendulaire-là, et leur activité professionnelle en elle-même, du moment où ils prennent le camion pour démarrer la tournée, faire leur journée de travail. Donc tout ça, nous, on peut enrichir les bilans carbone des transporteurs avec ça. Très bien, donc on peut le fournir au client pour que lui il puisse faire son propre calcul global sur qu'est-ce qu'il a émis. Mehdi, chez Colibri, on peut calculer, c'est possible, on n'en a pas parlé. Je vais faire une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On en Bretagne. On est en Bretagne. Non, ça dépend aussi un petit peu de la problématique du client. Disons que c'est des données qu'on peut intégrer dans l'outil pour peu que les données soient disponibles chez les clients. Nous, par rapport à vous, on va pas fournir les données, mais si les clients sont en capacité de dire, voilà, sur telle typologie de produit, voilà mon empreinte, on va pouvoir les intégrer pour derrière non pas faire des calculs de fiabilité en quantité, mais des calculs, par exemple, de gains en émissions. Si j'augmente ma fiabilité de prévision de 5%, quel est l'impact sur mon émission? C'est des choses qu'on va pouvoir faire, mais qui vont être vraiment là dépendantes du business, parce qu'on le sent bien que si vous êtes dans l'agroalimentaire ou dans l'import-export, on ne va pas du tout avoir les mêmes empreintes. Donc c'est plutôt une data qu'on va utiliser pour valoriser ça. Top.
Et toi, Pierre-Dominique? Alors la réponse chez moi, c'est non. Bon, ça... Mais par contre, on a les données qu'on peut passer soit chez Arnaud, soit chez toi, soit chez Colibri. Donc en fait, nous, on a les données nécessaires au calcul puisqu'on a le point de départ, le point d'arrivée, le poids, la quantité, on a tout. Donc après, le mode, on l'a aussi, le mode de transport, on le connaît. Donc on peut transmettre l'information de manière à ce que le calcul soit fait. Mais nous, le faire intrinsèquement sur la solution, c'est peu ou pas nécessaire. Top. Et justement, on parlait des clients, s'ils ont les données, mais est-ce que les clients actuellement, comme là on est sur un salon, on a des donneurs d'ordre qui viennent pour trouver des solutions, est-ce qu'ils sont en demande auprès des éditeurs de réduire les émissions de CO2 avec les solutions? Quand ils viennent vous voir, ils ont une problématique métier, mais est-ce que cette problématique métier s'accompagne d'une demande de réduction de CO2? Arnaud, il veut répondre. Non. Non. Non, en fait, c'est qu'en général, c'est des problématiques qui viennent avec problématiques financières. Donc, comment je fais pour réduire mes inventaires, comment je fais pour réduire mes coûts, etc. Après, souvent, donc souvent, en fait, c'est en plus de l'éducation, dire, au fait, vous savez que vous pouvez le faire. Et dans ce cas, ils se rendent compte. Et souvent, c'est pas un problème qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est juste une méconnaissance que c'est possible de calculer les émissions de CO2. Et le deuxième problème, en fait, souvent, c'est le manque de temps, en fait, que les demandeurs, que les personnes ont. Ils n'ont juste pas le temps de dire, aujourd'hui, je pense à calculer l'impact de mes décisions et comment ça impacter mon émission de CO2. Donc c'est plus un manque de temps et méconnaissance des possibilités. Et il y a l'envie de le faire quand on leur explique que c'est disponible. Célia, toi, Alors, on vient pour ça ou chez toi, on vous demande ou pas? Moi, je dirais non, mais parce que après, ça serait peut-être oui. Mais bien sûr, on vient pour de la performance opérationnelle et vraiment de l'impact en termes de productivité. Et c'est ça que recherche aujourd'hui le monde du retail et du transport, évidemment. Mais il y a quand même de plus en plus de projets, d'appels d'offres qui incluent des volets environnementaux. Et il faut aussi rendre de plus en plus de compte sur ces volets-là. Il faut aussi de plus en plus prendre en compte les nouvelles législations, donc les ZFE, etc. Donc, c'est des problématiques qui commencent à vraiment émerger. Moi, je vois par rapport à il y a 4 ans, même avant Covid, le discours et l'écoute de ce discours-là sur les impacts RSE a vraiment changé. Donc c'est peut-être pas encore le premier facteur, mais ça devient un des facteurs qui va être considéré dans le choix d'un outil. D'accord, donc toi tu le vois déjà dans les appels d'offres? Oui. De temps en temps. C'est pas systématique, mais ça arrive. Tout à fait. Et quand j'en parle et qu'on fait justement un peu d'éducation aussi par rapport à ça, on a un rôle aussi par rapport aux outils IT, donc de faire de la culture IT, mais aussi de la culture RSE autour des impacts IT. C'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place, et notamment dans les grands groupes. Ouais, oui, ça part un peu du plus gros et ça ruisselle. Mehdi, toi, de ton côté? Moi, je dirais que la réponse aujourd'hui est plutôt non. On ne vient pas me voir spontanément en disant j'ai envie de prendre un APS pour réduire mes émissions. Non, c'est plutôt... On s'imagine pas que ça pourrait le faire, finalement. Alors, effectivement, c'est un des points vertueux, mais ce n'est pas le premier qui vient en tête. C'est effectivement mon niveau de stock. Souvent, la clé première, c'est voilà, j'ai trop de stock ou pas assez au bon endroit, donc j'ai besoin d'améliorer ça. Par contre, il y a quand même un endroit où le prisme environnemental prend de plus en plus de place, c'est dans les scénarios SNOP, quand tu dois faire des plans de simulation, par exemple, entre plusieurs usines, est-ce que je dois produire à tel endroit, faire de la sous-traitance. On sait bien que la première clé qu'on va optimiser, c'est le coût, mais l'impact environnemental est une clé qui commence à devenir importante. Donc dans mes scénarios un peu macro, sur cette approche-là, ça commence à percer. Mais clairement, aujourd'hui, sur la partie vraiment purement prévision de vente, c'est malheureusement pas le premier indicateur qu'on veut optimiser aujourd'hui. Ok, Pierre-Dominique, toi, tu as des demandes de clients qui t'en parlent? Non, on n'a pas de demande à ce niveau-là. Des raisons principales, c'est que c'est sur le transport que ça va se porter plus que sur la plateforme elle-même. Oui. Donc en fait, c'est pas en choisissant la plateforme que cette nécessité va découler. Par contre, c'est toujours la même chose. Le leitmotiv, c'est réduction des coûts, et puis c'est le ROI, c'est surtout celle-là. C'est les deux questions qui viennent. Ensuite, le temps de mise en place du produit. Mais sur cette particularité du RSE, on n'a jamais eu à en parler. Par contre, les prestataires de transport, oui.
Oui, eux, effectivement, ils ont des contraintes plus fortes. J'ai une autre question plus globale, puisque là, on voit que finalement, les solutions impactent directement les émissions de CO2 de vos clients. Mais est-ce que vous pouvez leur conseiller d'autres choses pour qu'en deuxième lame de fond, ils puissent aussi réduire leurs émissions de CO2 au-delà des fonctionnalités que vous proposez de l'outil ? Infrastructure, gestion des données, est-ce que ça peut avoir un impact ? Effectivement. Nous, ce qu'on propose, c'est on est sur des sites qui produisent de l'énergie parce que les serveurs chauffent, produisent de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour deux raisons. Un, pour chauffer les logements proches du centre d'hébergement et de l'électricité. Et c'est valable sur les 3 sites qu'on a, puisqu'on a 2 sites de DRP. Donc, c'est une des particularités qu'on a. Et la deuxième chose que l'on fait, c'est que lorsque les machines sont moins sollicitées, on bascule sur des machines qui ne sont pas moins performantes, mais qui demandent moins énergivores. Donc, elles sont moins énergivores. Et bien, du coup, il y a moins de chaleur produite. Et ça, c'est un des systèmes qu'on a. Il faut savoir que nous, les pics d'utilisation des serveurs, c'est entre midi à peu près et 16 heures. Voilà, pour les préparations des commandes. Donc, la nuit, il y a moins. Donc, effectivement, on les soulage. Très bien. Et sur l'usage des données aussi, parce qu'on sait que vos solutions que vous créez, développez, elles consomment de l'énergie parce qu'il y a des données qui sont véhiculées. Donc, est-ce qu'on peut jouer sur la quantité de données, sur la manière dont on échange les données pour réduire les émissions de CO2 de vos solutions ? Alors, ça, c'est le procès, c'est le procès des éditeurs, alors, et surtout des éditeurs comme nous qui avons beaucoup de CPU, donc de capacité de calcul, justement, puisqu'on fait des calculs d'optimisation avec des matrices donc exponentielles. Donc, on est assez consommateur de stockage, de capacité. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le transport routier en France, c'est 32% des émissions de CO2. Donc, marchandises et collaborateurs ? Alors la moitié, c'est marchandises. Donc, on est à peu près sur 17%. Donc, effectivement, c'est un impact énorme. L'IT, donc tout confondu, construction des PC, hébergement des données, énergie pour le recharger, c'est 3%. C'est 3%. Donc, c'est pas important, mais on peut quand même agir dessus. Donc, pardon ? C'est pas tant, mais on peut quand même agir dessus. Oui, bien sûr. Il faut agir dessus, bien sûr. Mais là où il faut agir en premier, c'est dans les secteurs qui n'ont pas réduit leurs émissions de CO2 en 40 ans aussi. Et c'est pour ça qu'on en parle, je pense, autant. Et les solutions existent. Voilà. Donc, si 3%, enfin voilà, si l'IT au total avec tous nos téléphones portables, ça représente 3%, je pense qu'une solution IT pour les professionnels a un impact mineur par rapport à ce qu'on peut apporter en termes de bien-être environnemental. Alors sur ces 3% qui sont dépensés, tu avais un complément toi Arnaud ? Oui. En fait, je travaille dans l'IA depuis 2017. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Et l'IA, en fait, c'est un des plus gros producteurs, en fait, très énergivore, en fait. C'est pas nécessaire de commencer par des solutions très compliquées avec plein d'IA. Des fois, commencer par des solutions simples de calcul de règles de gestion, ça va donner très très bons résultats. Et en fait, c'est moins énergivore en termes de puissance de calcul. Donc, ça va être moins demandeur en termes d'émissions de CO2, etc. Juste parce qu'on met en place une solution digitale. Donc, je dis, même si je fais de l'IA et qu'on parle d'IA, des fois, il faut aussi un peu relativiser. On n'est pas obligé de faire de l'IA générative dès demain. Donc merci de mettre un petit coup d'arrêt à l'IA, c'est sympa. Donc il faut que ça pollue un peu moins. Oui, on ne va pas te tirer une balle dans le pied. Néanmoins, ces 3%, on peut aussi se dire, est-ce qu'ils n'ont pas un impact sur l'autre partie du transport dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire les collaborateurs ? Notamment, je pense, est-ce que vos solutions ne permettent pas de réduire la mobilité des personnes qui travaillent, notamment par le télétravail ? Parce que si vos solutions elles sont compatibles avec du télétravail, finalement, les entreprises, ça va contribuer à ce qu'elles réduisent encore leurs émissions de CO2. Et quand on voit qu'une entreprise, elle a toute cette constellation de solutions, si les solutions elles ne permettent pas de travailler à distance, quelque part, on continue à polluer en amenant des collaborateurs sur les lieux de travail et donc dépenser de l'énergie inutilement.
En fait, justement, c'est un très bon point. En fait, les solutions digitales, mais en général, elles permettent en fait justement, elles facilitent la collaboration même distancielle. Donc, si on prend un outil, je prends un outil type Teams ou des outils même ou des chats qui sont intégrés dans nos propres outils, comme ce que je fais. Dans ce cas, c'est vrai que vous avez moins besoin de vous voir en présentiel. Il faut toujours le faire. Après, on reste des humains et c'est important. Mais c'est vrai que les solutions digitales permettent vraiment de travailler de façon à distance. Donc, ça, en effet, ce que tu disais, c'est vrai que finalement, après, le fait de travailler en distanciel, ça facilite le travail. Donc, les personnes moins dans les besoins au travail. Une personne qui est toute seule dans son véhicule, ça consomme. Il y a ça qu'on gagne en termes d'émissions de CO2. Vous voulez compléter, ouais. Non, moi, j'abonde complètement dans ce que tu dis, hein, et c'est d'autant plus vrai quand on parle dans des sociétés où on travaille par exemple avec des représentants commerciaux à l'étranger ou autres, où on peut facilement leur demander de venir collaborer. Je prends l'exemple des prévisions que je connais bien. Viens une fois de temps en temps mettre à jour ta prévision. Là où avant c'était sanctuarisé avec une réunion en présentiel où on faisait venir les commerciaux, là ça peut être fait à tout moment dans un processus mensuel. Donc ça joue aussi. Par contre, comme tu l'as dit, l'humain ne remplacera pas, ça ne remplacera pas le contact humain. Donc, il est important, par contre, d'avoir quand même des points de rencontre réguliers. Mais voilà, le besoin de se voir à tout moment avec des solutions digitales, c'est d'autant plus vrai post-Covid ou pré-Covid, où toutes les entreprises qui ont du jour au lendemain dit tous les collaborateurs, vous restez chez vous, celles qui avaient des solutions digitales ont mieux anticipé ça. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que tu disais par rapport au volume de données qu'on échange, c'est vrai qu'avec une plateforme que la nôtre, il y a moins de données à échanger puisqu'elle reste centrale dans notre système. Donc il fait qu'on feed uniquement le delta nécessaire. Donc on consomme moins de bandes passantes, si tu veux, de cette manière-là. Oui, alors là, effectivement, on parle de technologie, c'est de l'API. Donc l'API, on complète des petites données en temps réel plutôt que de l'envoi de l'EDI, où on va envoyer un message complet dans un tuyau qui va consommer de l'énergie. Donc on va envoyer un message avec beaucoup de données, alors que là on complète la donnée au fur et à mesure de l'exécution dans la chaîne logistique. Donc ça c'est aussi l'usage de l'API, c'est un vecteur de décarbonation de vos solutions pour qu'elles consomment moins. Et vous aviez fait le pari d'ailleurs d'être en mode SaaS il y a 10 ans, Colibri. C'était les 10 ans de Colibri il y a 2 semaines à Lyon. Et j'ai appris qu'il y a 10 ans, vous avez fait le pari de faire du mode SaaS d'entrée de jeu. Donc ça, c'est quand même réduire l'infrastructure de vos clients, voire de la mutualiser. C'est ça, c'est que ça a un effet un peu vertueux. Maintenant, ça paraît évident, mais quand on utilise des solutions cloud, en fait, on va mettre sur les mêmes serveurs, sur les mêmes data centers, des clients différents et donc mutualiser l'utilisation. Donc, tu as parlé de quelque chose qui était très vrai. Mon client A ne va pas forcément utiliser l'application en même temps que le B, donc en fait, on va vraiment lisser les consommations. Et ça, c'est quelque chose qui est assez maintenant habituel, mais à l'époque, c'était assez nouveau. Donc, au global, on va aussi diminuer l'empreinte énergétique en mutualisant les serveurs. Bon, top. J'espère qu'en cette petite séance d'atelier très courte, vous avez vu qu'on pouvait agir sur le flux. On pouvait voir que la manière d'agir sur le flux était plus ou moins énergivore en fonction de la technologie. Qu'en plus, on peut avoir des effets de bord sur la mobilité des collaborateurs avec les solutions supply chain qui sont massivement utilisées. Très bien. Eh bien, nous vous remercions d'avoir assisté à cet atelier sur la réduction des émissions de CO2 grâce aux solutions digitales. N'hésitez pas à venir voir les partenaires de l'association Alpe Supply Chain au stand 242, 224. Hop. On est par là-bas. Vous allez nous trouver. Bonne suite du salon. Profitez-en bien.